Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur Assurance TV. Cette fois-ci, nous allons parler d'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, ça bouge ou pas? Point d'interrogation. Je vous rappelle que vous avez le hashtag Assurance TV que vous pouvez utiliser. Le projet de loi sur la résiliation infra-annuelle avait pour but de donner, vous le savez, la possibilité de résilier n'importe quand son assurance de prêt. Le projet de loi a été rejeté en octobre 2020 par la commission mixte paritaire. Coup de tonnerre la semaine dernière, saisi sur la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, le Conseil constitutionnel a décidé le 3 décembre que l'article 115 était un cavalier législatif. Et à ce titre, pour connaître effectivement l'évolution de ce marché, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Van Nuys. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur du développement assurance emprunteur de Swiss Life. On est ravis de vous retrouver sur notre plateau. Alors, une première question, Christophe, un premier état des lieux. C'est quoi l'état du marché selon vous aujourd'hui? Et puis, le positionnement et l'évolution de Swiss Life sur l'assurance emprunteur depuis la loi Bourquin? Alors, d'abord, merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet intéressant. Le marché de l'assurance emprunteur, il était en croissance jusque mars 2020. Voilà, il était en croissance jusqu'au début du confinement, puisque le marché de l'emprunteur, en fait, il est basé sur deux marchés réellement. Il y a le marché qui est directement lié à l'octroi, de le niveau d'octroi des crédits, et particulièrement des crédits immobiliers, pas que immobilier, aussi professionnels, travaux, mais surtout immobilier. Et il y a eu bien sûr un arrêt total avec les 2 mois de confinement, parce que pendant 2 mois, les agents immobiliers et donc par ricochet les courtiers en crédit et les assureurs n'ont pas pu faire d'assurance emprunteur puisqu'il n'y avait plus beaucoup de crédits octroyés. Bon, il a repris un peu, bien sûr avec le déconfinement, et puis là, il a été de nouveau un petit peu stoppé. Donc sur cette partie-là, cette première partie qui est la partie la plus importante pour l'instant, qui est l'acquisition et l'octroi de crédit. Là, effectivement, cette année, le marché va être en baisse. Et la plupart des acteurs, voilà, d'un point de vue général, et la plupart des acteurs avec lesquels on peut échanger, avec nos confrères des autres compagnies, c'est un constat partagé, généralisé. Et pour Swiss Life alors? Alors pour Swiss Life, ça va être un peu pareil, moins que la plupart des concurrents que nous avons pu interroger, mais pour autant, effectivement, on sera un peu en retrait par rapport à 2019 sur cette partie-là. Et puis, vous avez l'autre partie dont on va parler qui concerne justement le deuxième volet qui nous intéresse de plus en plus, qui concerne la substitution du contrat d'assurance. Voilà. C'est arrivé depuis quelques années, puisqu'on avait eu, même si on avait eu la loi Lagarde en 2010, c'est réellement depuis la loi Hamon de 2015 que ça s'est vraiment accentué. Et donc aujourd'hui, effectivement, cette partie-là de substitution, de changement d'assurance au profit d'une assurance plus adaptée aux besoins du client, cette partie-là se développe. Elle se développe pour tous les acteurs qui ont développé une offre particulièrement adaptée, ce qui est notre cas, voilà. Et donc là-dessus, sur cette partie-là, on est en forte progression. Et d'ailleurs, tous les acteurs qui se sont positionnés et qui se sont organisés pour accompagner les clients sur cette partie-là sont également eux aussi en très forte progression cette année. D'accord, c'est parfait. Alors, cette fameuse résiliation annuelle, alors on a été un petit peu secoué par l'annonce du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il y a de la déception? Est-ce qu'on retourne à la case départ? Comment ça se passe, Christophe? Dites-nous. Clairement, c'est une occasion de rater. C'était une opportunité, comme vous l'avez dit, d'avoir une simplification de la vie du contrat d'assurance pour le client, d'avoir une harmonisation par rapport à tous les autres contrats d'assurance sur lesquels il y a la résiliation infra-annuelle, et aussi, comme on le sait, comme tout le monde le sait, c'est aussi un gain de pouvoir d'achat pour les clients. Et là, effectivement, malheureusement, le législateur est passé à côté d'une opportunité. Alors, qu'est-ce que vous, Swiss Life, vous avez fait pour soutenir ou pas cette possibilité Alors, c'est intéressant, que vous étiez dans le camp, vous étiez dans le camp de ceux qui soutenaient bien sûr. Le dispositif de résiliation à tout moment. Bah oui, et si on refait un petit peu d'histoire, la loi Hamon, déjà, la loi Hamon en 2015, pourquoi la loi Hamon a été mise en place? C'est parce que tout compte fait, le dispositif Lagarde était une première étape, mais elle n'était pas aboutie. Donc la loi Hamon a permis déjà aux clients de gagner en pouvoir d'achat grâce à la substitution possible la première année.
Et puis ensuite est arrivée la proposition de l'amendement Bourquin. Bon, l'amendement Bourquin, pourquoi est-ce qu'il est arrivé? C'est parce que tout compte fait, la loi Hamon est parfaite pour les résiliations de première année, mais par contre, elle ne concernait plus tous les clients qui étaient détenteurs d'un contrat de plus d'1 an. Donc l'amendement Bourquin venait compléter le dispositif de substitution et de résiliation. Bon. Si vous vous souvenez un peu de la procédure pour que l'amendement Bourquin se mette en place, ça a été extrêmement long. Ça a duré entre 12 et 18 mois, avec d'un côté tous les banques assureurs, qui n'ont pas, je dirais, lésiné sur les moyens juridiques, puisqu'ils sont même allés jusqu'à une question prioritaire de constitutionnalité, souvenons-nous, auprès du Conseil d'État. Ça, les gens ont un peu tendance à l'oublier. Et donc, dans tous les banques assureurs, ils étaient tous représentés. Et en face d'eux, il y avait une vingtaine d'acteurs dans lesquels on avait associations de consommateurs, syndicats professionnels, quelques courtiers grossistes de renom et aussi quelques assureurs dont nous faisions partie. Vous faisiez partie. Voilà. Et nous étions avec Allianz, avec Covea, Aviva, Massif, Maïf, MACSF, les assureurs qui ont soutenu à l'époque l'amendement Bourquin. Et on peut le dire, si l'amendement Bourquin est passé à ce moment-là, c'est parce que justement il y a eu un groupe dans lequel il y avait effectivement un dispositif avec associations de consommateurs, syndicats et assureurs qui ont permis d'avoir l'amendement Bourquin. Donc cette période de l'histoire en fait est importante à se souvenir que vous étiez aux avant-postes en fait, tout à fait. À ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que donc le lobbying des banques a été plus fort que celui des assureurs? Dites-nous. Alors écoutez, c'est évident que le lobbying bancaire en France, on le sait, est important. L'enjeu pour les banques est pas neutre. Maintenant, vous savez. C'est une étape qui a été ratée par le législateur. Nous, on va continuer le combat, on va continuer à prendre notre bâton de pèlerin. Il y a quand même un certain nombre de députés et de sénateurs qui approuvent ce genre d'évolution législative pour le consommateur final. Et donc, on sait vers qui se tourner, on sait avec qui, je dirais, continuer le combat. Et puis, ça reviendra de toute façon à un moment ou à un autre. Dès que possible. Dès que possible, le plus tôt possible, je suppose. Le plus tôt possible, comme vous le dites, Jean-Luc. Ouais. On va parler des produits maintenant qu'on a passé cette séquence, et du contrat emprunteur. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, en tant que spécialiste de cette garantie, est-ce que vous pouvez nous donner les 4 points majeurs qui vous paraissent à vous, professionnels du secteur de l'assurance, incontournables pour dire que le contrat emprunteur est un bon contrat? Alors, qu'est-ce qu'un bon contrat? Vous savez, moi, je suis nordiste, mais j'habite en Bourgogne depuis un certain nombre d'années. Et souvent, on me pose la question, quel est le bon vin? Est-ce que c'est un Gevrey-Chambertin? Est-ce que c'est un Chambol-Musigny? Ça dépend des goûts, vous allez me dire? Exactement. Ça dépend surtout. Et c'est pareil pour un contrat d'assurance vie, pour un contrat d'assurance emprunteur ou un contrat d'assurance vie, c'est quoi? C'est le contrat qui est adapté à la situation du client. La situation du client, de quoi s'agit-il? C'est son style de vie, c'est son mode de vie. Il faut que le contrat l'accompagne dans tous les événements qui sont ceux de sa vie. C'est-à-dire que ça doit l'accompagner dans son activité professionnelle, dans ses loisirs. Si on a un client qui nous déclare faire du kitesurf ou de la plongée, il faut qu'on puisse lui proposer un contrat adapté. Il faut vraiment descendre dans les garanties du contrat et voir les exclusions, ce qui est garanti, pas garanti, c'est ça? Alors, justement, vous avez raison de le signaler, mais dans tout contrat d'assurance, ça c'est le cas. Il faut surtout bien lire les exclusions, ça fait partie d'un article dans tous les contrats qui est fondamental et que le client doit passer un moment avec son conseiller pour bien l'analyser. Il faut que les exclusions soient clairement écrites. Donc un bon contrat, c'est de bonnes garanties, une clarté dans la rédaction des conditions générales et particulièrement dans les exclusions. Et puis il faut qu'il soit évolutif. Parce que la situation de notre assuré en 2020 n'est peut-être pas la même que ce même assuré dans 3 ans ou 4 ans. Peut-être qu'il fera un sport nouveau, peut-être qu'il aura une activité nouvelle. Donc il faut qu'on puisse l'accompagner pendant toute la vie de son emprunt. Et puis, vous savez, comme tout contrat d'assurance, on voit au moment de l'achat si c'est un bon contrat, mais c'est surtout dans la vie du contrat où on voit effectivement si on a fait le bon choix. Je veux dire par là qu'il y a des actes de gestion qui sont faits après sur le contrat. Il y a malheureusement des sinistres. Et c'est dans ces moments-là que le client peut, avec son conseiller, voir si effectivement il a fait le bon choix. Mais ça, on peut s'en apercevoir, le client ne peut s'en apercevoir qu'au moment du sinistre?
Oui, vous avez raison. Sauf que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand vous avez, voilà, j'allais vous le dire, vous avez quand même, bon, déjà il y a des études qui sont faites, qui sont réalisées chaque année, des études de satisfaction auprès des clients, et vous avez les réseaux sociaux qui jouent leur jeu, effectivement, sur lesquels vous pouvez trouver des références bonnes comme moins bonnes sur les contrats vie. Et je suppose que le contrat Swiss Life présente les caractéristiques du bon contrat que vous venez d'évoquer. Bah écoutez, vu la croissance que nous faisons depuis 4 ou 5 ans, voilà, je vois que vous le savez. Christophe Van Nuys, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur du développement assurance emprunteur de Swiss Life. Oui. Merci de votre présence. Si vous me permettez, un petit mot à ma conclusion, pour les professionnels qui nous écoutent, les courtiers en assurance, les agents, juste 2 choses. Dites à vos clients qu'ils ont le libre choix de l'assurance emprunteur. Malgré les événements sur la loi SAP, ils ont le libre choix de choisir le contrat qui leur convient. Et aussi, si vous faites des résiliations à Montbourquin, pensez aux acteurs qui, comme Swiss Life, ont lutté pour que justement, ont combattu pour que l'amendement Bourquin puisse être mis en vigueur. Voilà. Vous l'avez précisé, Christophe. Merci de ces précisions qui étaient très utiles à ceux qui nous regardent. Merci de votre présence. On se retrouve très très bientôt sur Assurance TV.